non, on n'attaque pas les gens, on ne fait pas ceci. C'est pas une façon, c'est une façon enfantine de réfléchir selon moi. Tu vois des gens qui te disent non, selon les prophéties, l'Europe va disparaître. Certains de nos frères, vraiment, ils vivent dans une bulle, quoi. Ils sont dans un autre monde. Je sais pas s'ils observent bien le monde ici où on est. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis tombée sur une vidéo très intéressante sur TikTok d'une chinoise qui explique un peu d'où la Chine est partie pour arriver à être la première puissance mondiale aujourd'hui. Les difficultés qu'ils ont vécues et les stratégies qu'ils ont mis sur pied pour arriver au niveau où ils sont. Je vous prie d'écouter la vidéo du début à la fin et après je vais dire ce que je pense. Pourquoi est-ce que la Chine fabrique souvent les produits de copie et parfois des produits de mauvaise qualité et même carrément des faux produits? Si tu connais un peu de marché de production en Chine, tu vas voir la philosophie entre guillemets de production en Chine, c'est comme ça. On aime bien de copier le produit qui marche, mais pas forcément de créer de nouveaux produits. On commence par apprendre ce qui marche dans d'autres marchés ailleurs, puis on va essayer de le refaire rapidement et essayer d'améliorer. Ce qui compte, c'est la vitesse et le prix. Il faut que ça sorte vite et ça coûte pas cher. On ne pense pas de créer un truc unique, original, avec une marque spécifique. Ce qui est le plus important, c'est pas s'il est nouveau ou pas. Le plus important, c'est est-ce que ça marche, est-ce que c'est utile et est-ce que ça rapporte de l'argent. Peu importe si c'est copié ou inventé de bonne qualité ou pas. Mais attention, si c'est un produit de bonne qualité et qui peut faire gagner de l'argent, les Chinois vont aussi essayer de le faire. Comme par exemple l'intelligence artificielle et le robot, tout ce qui sont liés avec la tech aujourd'hui. Mais cette manière de faire, elle vient de où? Pourquoi on pense comme ça? D'abord, les Chinois ne sont pas été récompensés dans l'histoire quand ils inventent quelque chose. Si tu as vu ma vidéo où on retourne dans la vie de Chine ancienne, tu vas savoir que pour toute notre vie, on travaille sur la terre. Et ce que nous, on a besoin, c'est la sécurité, l'entraide et la stabilité. Si on avait ça, c'est déjà très très bien. Mais si on veut changer la classe sociale, ça sera encore mieux. Dans la Chine ancienne, comment on peut monter dans la classe sociale? On ne peut pas devenir riche grâce à l'argent. Parce que dans la Chine ancienne, comme j'ai mentionné, on encourage beaucoup l'agriculture, mais les marchandises sont très très méprisées. Il n'y a presque pas de commerce. La seule manière de changer sa classe sociale, c'est de devenir le fonctionnaire. Et comment devenir fonctionnaire? C'est par l'examen. Si tu veux devenir le champion dans l'examen, tu peux devenir grand fonctionnaire. Et toute ta famille va devenir riche. Ce genre d'examen, il n'est pas créatif. On demande les gens à mémoriser, à copier et bien écrire avec un style très rigide. On dit toujours d'écrire pas Guwen, c'est le contenu principal de l'examen. Par exemple, on te donne une phrase dans un vieux livre ou dans les manuels. Et toi, tu dois citer le même passage du même livre et faire un texte avec une structure très très fixe. Et des cités déjà connues. Apprendre, c'est pas pour apprendre, c'est pas pour s'amuser, c'est pour changer la vie. C'est pour ça il faut bien imiter et bien retenir. Et aujourd'hui en Chine, c'est toujours un peu pareil. Depuis école primaire, collège, lycée, au moins dans ma propre vie, nous on passe tout le temps des examens. Moi j'étais dans une école très très stricte. Chaque week-end, on va passer l'examen et chaque lundi, on aura le ranking qui s'affiche sur la salle de classe. Et même parfois, ton siège va changer selon ton ranking. On dit l'examen de semaine, 周练, l'examen du mois, 月考, et après des examens de semestre, annuel, etc. On apprend pour aller dans une bonne université, pour avoir un bon travail. Notre curiosité, notre envie de prendre les trucs nouveaux sont déjà plus ou moins disparus à cause de ce système. Depuis toujours dans l'école chinoise, on apprend toujours à mémoriser et copier plus que créer. Par exemple, pour une formule mathématique, le prof va te dire que t'as pas besoin de comprendre pourquoi. Plus que tu utilises, plus que tu sais comment faire, et mieux réussir dans l'examen. C'est toujours ce qu'on a retenu dans la thèse. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, maintenant, on va regarder dans la Chine moderne. La Chine, aujourd'hui, elle se reconstruit après des guerres, de la pauvreté, des blessures et des larmes. Même le contenu de chansons nationales, on chante pour bien mémoriser la guerre dans notre cœur et pour bien rebondir après la guerre. Je vais traduire cette chanson un tout petit peu.
来，不愿做奴隶人们，把我们的血肉筑成我们心的长城。中华民族到了最危险的时候，每个人被迫着发出最后的吼声。起来，起来，起来！我们万众一心，朝着敌人的炮火前进，朝着敌人的炮火前进，前进，前进，进。On a beaucoup souffert avant d'arriver là. Dans l'industrie, l'idée de copier est arrivée après la première guerre de l'opium, qui est lancée par Angleterre. La Chine a perdu tout de suite. Parce qu'à l'époque, on n'a pas de l'arme-feu, et on ne savait pas que dans ce monde, il y a l'arme-feu qui existe. Et après ça, on a dû signer le traité de Nanjing. On a perdu beaucoup de l'argent, beaucoup de territoire, et on a dû ouvrir la porte du pays. En fait, comment cette guerre a lancé? C'est parce que en Chine, à l'ancien, comme je vous disais, le marchandise est tellement méprisé, il n'y a pas de commerce. On est très limité sur le commerce national et bien sûr commerce international. Donc à l'époque, Angleterre veut ouvrir la porte de la Chine et gagner l'argent dans ces territoires. Les autres produits, ça marche pas, donc il a essayé de vendre opium pour les peuples chinois, pour nous rendre addictifs. Et donc ce genre de comportement, il a agité une énorme de colère du peuple chinois. Donc les citoyens, les gouvernements commençaient à essayer de faire brûler l'opium et ce comportement devient la cause pour Angleterre de lancer la guerre avec la Chine. C'est ça l'idée de la guerre d'opium à l'époque. Quand les étrangers sont arrivés avec les bateaux, les canons, on se rendu compte enfin qu'on était trop en retard. Un homme très important qui s'appelle Wei Yuan, qui est à l'époque un fonctionnaire et aussi un politicien. Pendant la dernière dynastie en l'histoire de la Chine, la dynastie Qing, Qing Chao, lui, il a dit que il faut vraiment qu'on apprenne ce que l'Occidentaux a fait pour pouvoir se défendre. Il a dit « Shi yi changji yi zhi yi ». Si on traduit en français, ça veut dire « Apprenons ce qu'ils font du bien et utilisons-le pour les battre ». C'est là qu'est née cette idée, apprendre, copier et dépasser. Donc en Chine, copier, c'est pas vu comme une honte, c'est une stratégie intelligente pour survivre à l'époque. Et après, on va arriver à tout ce qui se passe. Toutes sortes de guerres. La Chine était tellement pauvre. On avait presque rien. Tous nos ressources, tout notre argent sont envoyés au Japon et dans les pays occidentaux pour payer le TV pendant toutes sortes de guerres qui durent plus que 100 ans. Et après, le gouvernement république a pris tout l'argent pour aller construire un autre gouvernement à Taïwan. Donc il reste presque zéro en Chine. On avait presque rien du tout. Les peuples chinois, on était comme des rats qui cherchent nourriture et qui cherchent l'espoir. Après l'erreur de le premier président qui a fait pendant la révolution culturelle, la Chine est encore plus pauvre. Donc le deuxième président qui s'appelle Deng Xiaoping, son but est de relancer l'économie. Il a dit une phrase très bien connue. Peu importe que le chat soit noir ou blanc, le chat qui peut attraper le souris, c'est le bon chat. En gros, ce qui compte, c'est l'efficacité de pouvoir améliorer l'économie. Il voulait que certaines régions deviennent riches en première, et surtout la région qui est près de la mer. Il a laissé les entreprises privées à se développer, et les gens ont compris. Il faut gagner l'argent vite. Donc, ils font des produits pas chers, vite faits, copiés si besoin, peu importe la qualité. Par exemple, aujourd'hui, tu peux acheter sur Temu. Ce produit-là vient de normalement toutes ces régions qui est à côté de la mer et qui sont devenus riches comme ça. Et pourquoi ça va marcher? Parce qu'à l'époque, les consommateurs également, ils veulent juste des produits pas chers et utiles, parce qu'ils n'ont pas de l'argent. Et personne qui parle de la marque, de la qualité, innovation, créativité, non. Et en plus, au début, le gouvernement n'a pas lancé de règles très claires. Il n'y a pas assez de contrôle, parce qu'on ne sait pas qui va marcher, qui va ne pas marcher, et on ne connaissait pas trop de règles, ni pour les gouvernements. C'est comme si tu traverses une rivière, tu connais pas ce qui est en dessous de rivière, tu travailles comme ça en touchant les pierres. On dit « moi je suis au Les entreprises à l'époque, ils vont surtout faire de l'argent, du profit, et c'était pas pour construire une image de la marque. Les gouvernements aussi voulaient que les entreprises soient réussies, donc ils mettaient pas trop de limites. C'est comme ça, on a eu plein de produits pas chers, mais parfois mal faits. En même temps, au final, cette stratégie, elle a marché. Aujourd'hui, si tu regardes le plus grand site e-commerce du monde,
sur le top 10, moitié c'est du chinois. Et dans le top 5, sauf Amazon, tous les autres sont des entreprises chinoises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on critique beaucoup de produits chinois. En même temps, on achète plein parce qu'ils sont pas chers. Les produits chinois ont gagné en popularité grâce à le prix bas et la rentabilité. Mais maintenant, les entreprises chinoises se disent créer, ça porte encore plus d'argent. Par exemple, pour fabriquer un iPhone, tout est fait en Chine. Les matériaux, les ouvriers. Mais, comme l'idée vient des États-Unis, c'est Apple qui a gagné 90% de profit et pour la Chine, seulement 10%. Les Chinois, ils veulent aussi gagner plus. Donc, ils veulent commencer à créer. Pour ceux qui ont écouté la vidéo, quels sont les points pertinents que vous avez notés? Donc, la première chose que j'ai constatée, que j'ai notée, voilà, c'est l'histoire. Vous avez écouté l'hymne national de la Chine. Et dans l'hymne national de la Chine, ils se rappellent qui ils ont été. Et ils disent avançons, avançons, avançons. Donc, il y a une puissance même déjà. Le fait de chanter cette chanson dans la psychologie du jeune chinois, ça le fait comprendre qu'il a vécu une histoire tragique et qu'à l'avenir, il doit toujours être prêt face à l'ennemi. Alors, et vous voyez que dans cet hymne, ils ne fuient pas leur histoire. Ils disent oui, nous avons été esclaves. Alors moi, je parle de ça pourquoi? Parce que j'ai constaté que beaucoup d'Africains sont mal à l'aise face à leur histoire. Ils sont très complexés face à leur histoire. Et il y a les Africains qui pensent que pour avancer, pour évoluer, il faut raser le passé, il faut effacer le passé, on ne doit pas parler du passé. Mais c'est complètement incohérent en fait parce que on constate que tous les peuples aujourd'hui qu'on envie, ils ont une histoire qu'ils se réapproprient. Que ce soit les Chinois, les Russes, Poutine est champion quand il fait ses sorties, quand il fait ses conférences en russe et tout. Pour ceux qui ont déjà suivi les conférences de Poutine, il adore parler de l'histoire. Le gars maîtrise l'histoire du monde dans sa paume de main. Il va toujours rentrer dans les années 1800, il va t'expliquer. C'est important parce que c'est le passé qui fait le présent et qui détermine le futur. Je ne comprends pas pourquoi certains Africains sont complexés face à leurs histoires en fait. Ce qu'on a vécu, les autres l'ont vécu, peut-être pas avec la même ampleur, mais c'est quelque chose que les autres peuples, notamment la Chine et tout, ont aussi vécu. Mais ils se sont réappropriés ça, ils ont appris de leurs erreurs parce que dans toute guerre, dans toute attaque et tout, le peuple aussi a sa part de responsabilité, il y a des erreurs qu'on commet. Ils ont appris leurs erreurs et ils ont trouvé des stratégies pour affronter l'ennemi. Donc quand aujourd'hui, on parle de l'histoire et ça gêne certaines personnes. Tu vois des gens qui te disent oui, ne nous arrêtons pas sur l'aspect négatif, parlons du positif. Non, que ça soit négatif ou pas, on doit parler de notre histoire à nos descendants et rétablir les faits. Vous pensez construire quelle Afrique si vous voulez fuir votre histoire? Vous voulez fuir que vous avez été des esclaves, vous voulez fuir qu'on est venu chez vous, vous attaquer. Je vois les gens qui me disent oui, machin, les Africains aussi. Dans l'histoire de l'Afrique, il y a deux responsabilités. Il y a la responsabilité des Occidentaux qui effectivement ont quitté leur territoire pour venir chez nous, on ne les avait pas appelés. Et il y a la responsabilité des Africains parce que parmi eux, il y a des personnes malheureusement qui ont commis des erreurs. Ça, c'est un fait. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit dédonner les autres. C'est comme si tu me dis, c'est comme si peut-être je suis chez moi, quelqu'un vient m'agresser. J'ai un gardien à qui je confie de garder ma maison et d'ouvrir la porte seulement aux gens que j'ai invités. Alors, le bandit vient chez moi, il s'entend avec le gardien et il dit, bon, je vais venir tuer ta patronne, ton patron et tout, je te paye, tu m'ouvres la porte. Donc, le bandit arrive, le gardien lui ouvre la porte et il vient m'agresser. Donc, pour certains Africains, dans un contexte pareil, la responsabilité serait seulement du gardien. Non, la responsabilité est du gardien et de l'agresseur parce que même si mon gardien t'a ouvert la porte, tu n'as pas le droit de quitter ta maison, venir chez moi m'agresser. Non, la responsabilité est même plus tienne parce que déjà le fait de concocter un plan pour venir me détruire, c'est pas bon en fait. Donc pour dire que n'ayons pas honte de nous réapproprier de notre histoire, beaucoup d'Africains aujourd'hui, je peux même dire même 70%, ne connaissent pas la vraie histoire de l'Afrique. Ils se limitent seulement à ce que les autres leur ont raconté. Et quand on vient leur dire, allez vous éduquer, fouillez, cherchez vous-même, lisez certains livres et tout, ils viennent de dire, non, d'oublier le passé, pourquoi on revient tout sur le passé? J'ai pris le cas des Juifs qui aujourd'hui, ils chantent toujours la Shoah tous les jours, ils viennent toujours te dire, ils ont même des jours de commémoration. Et c'est à cause des Africains comme vous qui viennent toujours dire, ne parlons pas du passé, laissons qu'aujourd'hui, on n'a même pas de dédommagement. Parce que si les Africains s'acharnaient sur cette histoire et disaient non, on doit nous dédommager pour telle chose, rendez-nous nos statuettes, nos trucs de nos ancêtres que vous avez volés et que vous avez mis dans nos musées, c'est qu'aujourd'hui, cette histoire est rétablie, on en est fiers et on nous paye pour les dommages causés. Mais c'est à cause des gens comme vous, les complexés africains, qui veulent toujours fuir. Tu ne peux pas fuir ton histoire, ça fait partie de ton ADN. Et tes enfants vont subir de cette méconnaissance de l'histoire parce que une génération qui est en train de vivre, la génération future,
qui est en train de venir, elle va se baser sur quoi pour être fière, éviter de commettre les erreurs que les autres ont commises? Si elle ne connaît pas son histoire, comment toi, en tant que parent, tu peux ne pas vouloir raconter ton histoire, l'histoire de ton pays, de ton continent à ton enfant? Soit disant, c'est les pensées négatives, c'est ceci. Tu crois que le monde vit sur l'illusion? Non, tout peuple rentre toujours dans l'histoire pour bien rétablir les cartes et prendre des décisions pour le futur et se protéger. Je vous dis, Poutine, que beaucoup de personnes idéalisent aujourd'hui, regardez tous les discours de Poutine qui ont été traduits en français ou en anglais, il revient toujours sur l'histoire. C'est une fierté, on ne peut pas vivre sans l'histoire. Et les Africains doivent se réapproprier leur histoire. Et même certains de nos hymnes nationaux, ça entraîne l'endormissement en fait. Quand j'écoute par exemple l'hymne national du Cameroun, bon, c'est pas vraiment, ça te pousse pas. Pourtant quand tu écoutes l'hymne que j'ai écouté des Chinois, mais attends, c'est une hymne quand tu la chantes, tu es fier de ton histoire, tu as envie de combattre, tu es toujours prêt à réagir. On te dit avançons, avançons, avançons. Et on nous fait les hymnes qui nous font dormir et tout. Donc, il y a cet aspect qu'on doit copier. Je pense que certains hymnes dans certains pays d'Afrique doivent être changés parce que c'est lent, ça fait dormir, ça fait, voilà, ça ne motive pas, ça ne booste pas en fait. Et accepter notre histoire, on ne doit pas avoir honte de ça. Dans les programmes scolaires, apprendre la vraie histoire de l'Afrique, racontée par les Africains, qui bien sûr ne dédouane pas totalement parce que oui, la culture africaine n'était pas parfaite, mais on a vécu une agression et on doit l'accepter et demander si possible des dédommagements. Et nos enfants doivent connaître cette histoire. Vous qui voulez fuir l'histoire de l'Afrique là, changez donc de couleur de peau, changez de pays et tout. Personne ne fuit son histoire. Pourquoi vous voulez fuir votre histoire? On ne comprend pas. La deuxième des choses que j'ai retenues de pertinente dans la vidéo de la chinoise, c'est que le monde ne fonctionne pas sur l'humanisme. Et quand vous regardez les cultures africaines et asiatiques, dans le passé, les cultures anciennes, elle-même, elle le dit, les gens vivaient plutôt en communauté, agriculture, ils étaient tranquilles dans leur coin. Que ce soit les Asiatiques comme les Chinois, ce n'est pas des peuples prédateurs. Ce n'est pas des peuples qui restent là, ils se lèvent et disent oui, je dois aller attaquer telle personne, je manque telle chose, allons un peu voir ce qu'il y a là-bas, faisons les armes, allons les attaquer et prendre. Mais elle dit quand les bateaux sont arrivés, on a vu que les gens avaient les armes à feu. Nous, on n'avait pas ça. La même chose qu'en Afrique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après les années? C'est que les leaders qui sont venus ont mis les stratégies sur pied et ils ont compris que même si nos ancêtres, notre culture, nos mœurs, nos traditions sont contre les armes à feu, nous ne sommes pas une culture de prédation, on est obligé pour se protéger. Parce que j'ai eu à écouter, à ma grande surprise, certaines élites kamites panafricaines et tout, dit que c'est l'Afrique qui va rétablir l'ordre dans le monde avec l'humanisme parce que les autres continents sont des prédateurs. L'Afrique va venir avec son modèle d'humanisme et les autres vont suivre ça. Mais vous pensez vraiment que c'est possible? Dans un monde avec aussi de diversité, différents continents, différentes personnes où les dynamiques du monde changent. Parfois, les gens manquent certaines choses, ils ont besoin de prendre. Et vous pensez que vous, les Africains, la façon de résoudre votre problème, c'est avec l'humanisme? Non, on ne crée pas d'âme parce que tel avait fait la prophétie que les âmes... Moi, c'est une façon un peu utopique de penser, hein. Parce que effectivement, les Chinois se sont rendus compte que oui, nous sommes pas un peu de prédation, mais vu que les autres sont venus chez nous avec l'arme à feu, créons aussi ces armes à feu. Ayons aussi la technologie, la science, la recherche, créons l'arme nucléaire, pas pour aller les attaquer, mais pour qu'au moins ils sachent que nous avons cette arme-là. Et en sachant que nous avons, ils ne peuvent pas nous faire du n'importe quoi. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Les États-Unis, aujourd'hui, l'Occident ne peut plus parler n'importe comment à la Chine. Ils ne peuvent plus le faire. Ils sont maintenant obligés d'aller attaquer sur les taxes et tout, la douane et tout, mais ils ne peuvent plus aller comme ça physiquement avec les armes les attaquer parce que les gars sont préparés. Et l'Afrique pense régler le problème de ses enfants avec les prophéties, avec les mœurs. Non, on n'attaque pas les gens, on ne fait pas ceci. C'est pas une façon, c'est une façon enfantine de réfléchir selon moi. C'est utopique, c'est irréaliste. Le monde est régi par un rapport de force, les amis. C'est la loi du plus fort. Tu es plus fort, tu domines le plus faible. Et la jungle nous le démontre. Le monde, c'est une jungle. La seule différence que nous, les êtres humains, nous avons avec les animaux, c'est qu'on peut un peu raisonner. Mais quand on regarde le monde, comment les êtres humains se comportent les uns avec les autres, franchement, parfois, nous sommes pires que les animaux. Quand vous voyez dans la jungle, vous voyez que les lions, les machins, ils mangent les zèbres et tout parce qu'ils sont faibles. C'est aux zèbres et aux petits animaux là de trouver la stratégie pour éviter de se faire manger par le lion. Et c'est ce que les Chinois ont compris. Ils ont vu que la stratégie, c'est de nous-mêmes miser sur la technologie, créer nous-mêmes l'arme nucléaire, créer nous-mêmes l'arme à feu, pas pour aller les attaquer parce que ça ne fait pas partie de nos mœurs, mais pour que s'ils viennent, nous sommes prêts à nous défendre.
pour que s'ils aient même envie, ils soient dissuadés parce qu'ils savent que on a copié cette technologie et on a aussi la même arme qu'eux. C'est sur ça que les Africains doivent partir. Et on le voit dans les pays de l'AES, notamment Burkina particulièrement et Mali aussi. Voilà, ils ont compris que la défense du territoire, la sécurité est fondamentale, sinon on ne peut pas. Alors les gens qui veulent résoudre les problèmes de l'Afrique avec l'humanisme, attention, quel humanisme? Tu vois des gens qui te disent non, selon les prophéties, l'Europe va disparaître. Donc vous pensez vraiment qu'il y aura d'ici peut-être, je ne sais pas, 200, 300 ans, il n'y aura que les Africains sur Terre. Les amis, réveillez-vous. Hein. Certains de nos frères, vraiment, ils vivent dans une bulle, quoi. Ils sont dans un autre monde. Je ne sais pas s'ils observent bien le monde ici où on est. Les rapports entre différents peuples ne peuvent jamais rester sur la paix longtemps si vous n'êtes pas au même niveau, si vous n'êtes pas au même standard. Si toi tu es faible, l'autre pourra toujours te dominer un jour. Surtout que dans ces pays-là, les leaders changent. Un leader d'un pays voisin et ton leader peut avoir de bons rapports. Et quand le leader la passe, un autre leader vient qui est peut-être mal intentionné, il vient vous déstabiliser ou il vient gâcher ce rapport en vous attaquant s'il voit que vous ne pouvez pas vous défendre en fait. Donc l'Afrique doit laisser les prophéties, les idéaux surréalistes et investir dans la technologie. Les leaders d'aujourd'hui et l'AES, bravo, ils sont en train de le faire. Investir dans la science, la technologie, la recherche. Copier aussi comme les Chinois. Il y a des partenariats qui se font avec les autres peuples, mais il faut être stratège et savoir comment gérer ces partenariats. Copier aussi et mettre sur pied des armes efficaces pour dissuader l'ennemi face à une possible attaque en fait. Le dernier point, c'est au niveau de l'économie parce que les Chinois se sont rendus compte qu'on est faible, on a été attaqué, on nous a dominés. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour rattraper l'écart avec les autres? Les Français, Italiens, tout ça, les Européens, ils sont bons, ils étaient bons dans la qualité. Les Chinois se sont dit, bon, pour le moment, on ne peut pas rester là dans la perfection. On est en retard, il faut qu'on rattrape les autres pour qu'ils ne nous dominent plus. Laissons-les avec la qualité, commençons à faire un peu. Faisons ce qu'on peut et le peu là, mettons sur le marché et voyons. Donc, ils ont compris que la perfection ne va les amener à rien. Parce que si vous voulez faire les produits parfaits comme les Italiens ou les Français pour les conquérir, ils vont vous dominer, ça va prendre trop de temps et votre économie ne va pas tourner parce qu'avec la quantité de Chinois, il fallait bien qu'ils se nourrissent. Ils décident de faire les petits produits comme ça, qui ne sont pas parfaits. La diaspora chinoise s'est déplacée, elle a bien espionné, elle a travaillé dans les usines et tout. En Occident, elle a bien espionné, elle a vu comment ça se passe. Et elle est rentrée avec ce know-how, elle a dit comment ça peut se faire. Et voilà. On a tellement critiqué les Chinois. Oui, ils font du toc, ils font des faux produits, leurs produits sentent trop le faux et tout. Les Européens, ils étaient champions. Ils disent oui, les Chinois c'est n'importe quoi. Mais quelle est la conséquence aujourd'hui? C'est que la Chine est l'usine du monde. Tout le monde dépend de la Chine pour tout. Donc, c'est une stratégie vraiment de génie, quoi. C'est une stratégie de génie. Donc, faire de petites choses qui portent des résultats sans que ça ne soit trop parfait. Parce que la perfection, pour ceux qui travaillent, qui font les choses tous les jours, peu importe ce que vous faites, vous savez que la perfection freine. La perfection t'empêche d'atteindre l'objectif facilement. L'action est mieux que la perfection. Donc, il vaut mieux agir, même si ce n'est pas parfait, mais au moins en faisant, tu apprends. Voilà, donc, et c'est ce que les Chinois ont compris. Aujourd'hui, les sites que la jeune dame a cités, Shein, Temu, quand vous partez sur ces sites, vous regardez les commentaires de ceux qui achètent. Tous ces gens sont les Occidentaux, ceux qui dénigraient avant. Oui, la Chine est ceci, c'est là. Pourquoi? Parce que la Chine a compris un besoin. Elle a compris que la société européenne est très perfectionniste, elle est capitaliste. Donc, elle fait des produits de très haute qualité, elle les vend cher et tout. Un petit groupe mange l'argent pendant que la masse souffre. La masse se sent appuyée, non plus l'argent. Donc, proposons-leur des produits similaires à bas prix. Au moins, ça rentre dans leur bourse. Et voilà, aujourd'hui, tout le monde dépend de la Chine en termes de produits. Bon, vraiment, c'est une stratégie de génie. Je ne crois pas que c'est forcément ce que les Africains doivent copier en termes de produits moins chers et tout. Moi, je pense que le pas que l'Afrique doit faire, c'est d'essayer d'avoir une union commerciale. Ça veut dire quoi? Se dire, qu'est-ce que les Africains consomment? Quels sont les produits dont les Africains ont besoin? Faire les échanges commerciaux entre différents pays. Il faut un marché africain. Il faut une union au niveau du marché africain. Même si on n'a pas une union au niveau des mœurs et tout, voilà, ça diffère de pays en pays, mais ce qui va donner la force aux Africains, c'est de produire eux-mêmes localement et de voir comment s'échanger ça déjà dans un même territoire, dans un même pays et ensuite dans les pays voisins. Donc, le Cameroun produit à telle chose, il donne au Congo. Le Congo aussi peut donner telle chose au Cameroun. Le Cameroun peut donner telle chose au Mali. Le Mali peut donner telle chose au Cameroun. C'est sur ça que, selon moi, les Africains doivent se focaliser. Et pour ça, il faut mettre en priorité les besoins africains. Ça veut dire quoi?
limiter aussi les importations, pardon, de produits. Voilà, j'ai appris par exemple que je ferai peut-être une vidéo spécifiquement sur ça. Au Burkina, ils ne veulent plus importer la friperie. Ils veulent coudre eux-mêmes leurs vêtements. Voilà, les Africains sont de bons couturiers, sont nécessaires. On dépend toujours des friperies. On voit des gens qui partent acheter les lots d'habits que les Occidentaux ont portés des années, venir déverser ça en Afrique. On voit des gens, des riches en Afrique, qui au lieu de mettre en avant le vêtement africain, il y a de bons couturiers, de bons tailleurs africains. Ils partent toujours acheter les marques de vêtements de racistes qui ne les aiment même pas. Donc, il faudrait que les leaders trouvent le moyen que l'Africain consomme sur place. Il y a des mécanismes pour mettre sur pied. Et je pense que notre économie va se relever à ce niveau. Parce que si on veut copier les Chinois sur l'effet de produits, rapidement mettre sur le marché, on ne peut pas. Pourquoi? Parce que on n'a pas... Notre technique d'infiltration en Occident n'est pas la même que les Chinois. Les Chinois sont allés avec une technique, avec une stratégie. Ils sont sortis avec un objectif. Pourtant, les Africains sortent individuellement et sans objectif et arrivent ici... pour la masse, sont dans des boulots dans lesquels ils ne peuvent vraiment rien apprendre d'important pour l'Afrique. Donc, on doit plutôt penser production et économie locale. On produit quoi qui peut servir à qui? Voilà, on fait des contrats et on commence à se vendre entre différents pays. C'est comme ça qu'on peut recommencer à booster nos économies en ayant aussi à côté nos monnaies, bien sûr. Donc, voilà un peu la petite analyse que je pouvais faire de la vidéo de cette chinoise. Dites-moi selon vous ce que vous pensez de cette vidéo. Quelles sont selon vous les stratégies au niveau économie, au niveau défense, au niveau culture que les Africains doivent mettre sur pied pour être forts, fiers et devenir aussi la première puissance à l'avenir?